Quand on parle de la situation actuelle de l'Europe, on entend souvent dire qu'on serait en pleine décadence et qu'on vivrait les derniers soubresauts d'une civilisation qui menace de s'effondrer. Et la comparaison entre la chute de l'Empire romain et la situation que vit l'Europe actuellement est devenue tellement fréquente que c'en est presque devenu un cliché. Mais pour David Engels, cette comparaison n'est peut-être pas si délirante que ça. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu son livre « Le déclin », dans lequel l'auteur explique que le passé a beaucoup de choses à nous dire sur le présent. Et ce, tout simplement parce que l'histoire est cyclique. Et pour lui, il y a beaucoup trop de points communs entre la crise identitaire actuelle et les facteurs qui ont amené à la chute de la République romaine. Alors c'est un ouvrage très documenté avec pas loin d'une centaine de pages de notes, de sources de références. C'est vraiment un travail de recherche colossal et dont je ne vais pourtant vous donner ici qu'un léger aperçu. Et je vous encourage vivement à lire par vous-même ce livre de David Engels, qui est d'ailleurs aussi l'auteur de Que faire, qui a inspiré à une certaine Réa Lalouve la création d'un Discord sur lequel je suis présent depuis presque 1 an déjà et qui regroupe des patriotes, des conservateurs, des gens de droite et de tous les horizons. Alors si vous cherchez des gens avec qui discuter, débattre, vous marrer, ou même si vous avez des projets artistiques ou professionnels, c'est là-bas qu'il faut aller. J'y ai d'ailleurs un salon dédié au cas où vous voudriez me poser des questions sur mes vidéos, que vous voulez débattre, enfin bref, si vous voulez échanger avec moi, c'est probablement le meilleur endroit pour ça. Selon Engels, l'Europe vit une crise identitaire majeure très similaire à celle que l'Empire romain a connue avant sa chute. Et selon lui, si l'Europe est aussi soumise à des crises économiques, ce ne sont certainement pas ces crises-là qui risquent de compromettre sa survie, mais bien cette crise identitaire. Parce qu'en fait, seule l'identité européenne permettrait de garantir un sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Pourtant, l'idée même d'identité européenne est rejetée, parce que si parler d'identité, c'est parler de racines culturelles et historiques, donc d'un héritage issu de la Grèce classique, de l'Italie romaine, de la chrétienté, etc., ça exclut nécessairement ceux qui ne partagent pas ces racines. C'est donc exclure les nouveaux venants en affirmant un passé différent du leur. Et pour pouvoir accepter l'autre, il a donc fallu que l'Europe renie ses propres racines. Et c'est ça l'origine de la crise identitaire européenne. Donc l'idée de l'Union européenne, ça a été de rejeter les valeurs traditionnelles du passé et de rejeter le passé lui-même afin de construire par-dessus une nouvelle identité liée aux idéaux universalistes. C'est-à-dire qu'être européen aujourd'hui, c'est adhérer à des valeurs telles que la démocratie, la tolérance, les droits de l'homme, le libre-échange, etc. On n'est plus, comme le dirait Engels, sur une identité qui est vécue émotionnellement par les Européens. En gros, l'identité européenne, ça se résumerait à la tolérance. Mais l'autre, le toléré, ne base pas du tout son identité sur l'acceptation et la tolérance, mais bien sur sa propre culture, sur sa religion, ses croyances, ses coutumes, etc. Ce qui crée forcément un rapport de force extrêmement désavantageux pour les Européens. Et malgré l'échec évident du multiculturalisme, l'Europe s'obstine. Aujourd'hui, l'Europe n'héberge donc plus une, mais 2, voire plusieurs sociétés, et elle justifie la société multiculturelle par la volonté de se faire absoudre des crimes de son histoire. Et aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, le problème de l'identité est un indicateur de crise. Enfin, attention, l'identité culturelle sous l'Empire romain et notre identité nationale, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Dans la Grèce classique, par exemple, l'identité grecque était liée à l'emploi de la langue grecque. C'est ainsi qu'on qualifiait de barbares ceux qui ne parlaient pas la langue, et il y avait l'idée qu'ils étaient des citoyens inférieurs. Mais le concept de barbare va rapidement être remplacé par l'idée de cosmopolitisme, qui impliquait d'accepter de plus en plus d'étrangers du moment qu'ils adoptaient au moins les formes extérieures de la civilisation grecque. Devenir grec devenait donc de plus en plus facile. Et à l'époque comme aujourd'hui, de nombreuses tentatives intellectuelles et juridiques ont été mises en place pour définir ce qu'était que l'identité. Parce qu'après tout, comme le dit très bien Engels, on ne peut chercher que ce qu'on a perdu. Une bonne partie du travail d'Engels dans ce livre se base sur des sondages de l'Eurobaromètre, qui démontrent que globalement les Européens accordent assez peu d'importance à l'Union européenne et surtout à l'identité européenne. Et il va s'appuyer sur un sondage en particulier qui demandait aux Européens quelles étaient les valeurs qui comptaient le plus pour eux en tant qu'Européens. Et il a effectué des recherches pour finalement démontrer que toutes ces valeurs, donc apparemment positives,
était partagée par les Romains 2 millénaires avant nous et que surtout, ce seraient précisément ces valeurs qui auraient mené à la chute de l'Empire romain. Alors pour que ce soit plus digeste, je vous propose un petit top 10 des valeurs qui ont mené au déclin de l'Empire romain et qui, selon Engels, mèneront certainement au déclin de l'Europe. La tolérance est une des valeurs les plus citées par les Européens comme un élément qui définit la culture européenne. Et quelle que soit la civilisation, le souci de la tolérance est le signe distinctif des civilisations avancées. Sauf qu'il y a un énorme paradoxe là-dedans, qui est que l'identification au groupe passe nécessairement par l'exclusion de ceux qui n'y appartiennent pas. S'il y a un nous, c'est qu'il y a un eux. Et se définir par sa capacité à intégrer l'autre au groupe, ça revient à refuser de s'identifier soi-même. D'autant plus que les nouveaux arrivants ne viennent pas par envie de devenir européens, de s'assimiler, mais bien pour des raisons humanitaires. Et ils savent que l'Europe les accueillera parce qu'elle est pleine de beaux principes. Le problème, c'est que c'est justement l'universalisme humaniste qui rend l'Europe incapable de fournir un ensemble de valeurs assez attractives pour donner aux individus l'envie de s'assimiler. En gros, on dit aux nouveaux arrivants « Venez comme vous êtes, ne changez pas, c'est nous qui nous adapterons à vous ». L'universalisme humaniste, au lieu d'être une valeur, est donc en réalité une faiblesse. Et si on revient 2 millénaires en arrière, à l'époque où Rome commençait à décliner, les villes devenaient également de plus en plus cosmopolites. Et il devenait de plus en plus difficile de créer une véritable cohésion civique, provoquant de plus en plus de désordre et de conflits. Et cet idéal cosmopolite était défendu par les philosophes de l'époque, les stoïciens et les cyniques notamment. Pour les Grecs cultivés, on était avant tout des citoyens du monde, avant d'être les citoyens d'une seule ville. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Au XXe siècle, l'Europe a connu de nombreux traumatismes qui ont induit des changements profonds dans ses valeurs et dans sa nature même. Ainsi, le respect de la vie humaine est devenu une des valeurs fondamentales de l'Européen, et c'est pourquoi le mariage, par exemple, n'est plus fondé sur le statut social, mais sur l'amour. Les Européens se marient donc de plus en plus tard et font de moins en moins d'enfants. D'autant plus que l'intégration massive des femmes dans le monde du travail empêche ces dernières d'avoir plus d'un ou deux enfants. On peut aussi ajouter à ça la banalisation de l'avortement. Et de l'autre côté, les nouveaux arrivants, qui ne partagent pas les mêmes valeurs, sont aussi beaucoup moins individualistes que les Européens. Parce qu'en Europe, les valeurs étant centrées sur l'individualisme, la famille est passée au second plan. Alors que pour les nouveaux venus, c'est toujours la tradition familiale qui prime. Et avec une telle différence au niveau des taux de natalité, il y a forcément un moment où l'équilibre démographique se renversera. Et à Rome, au moment de la décadence, on retrouvait déjà ce phénomène. L'individualisme est devenu la norme et les gens faisaient de moins en moins d'enfants. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire d'ailleurs, Engels nous apprend qu'il y avait déjà à l'époque de nombreux moyens de contraception et des techniques d'avortement très efficaces. L'individualisme, le plaisir à tout prix, est un des symptômes de la décadence. Lucain, poète du 1er siècle, dira notamment ceci, je cite, « Rome n'est plus peuplée de ses citoyens. Elle est remplie de la lie de l'univers et nous l'avons précipitée dans une telle catastrophe que dans un si grand empire, il n'y a même plus assez pour faire une guerre civile. » L'autre grande valeur à l'origine du déclin de l'Europe et de l'Empire romain, c'est évidemment l'égalité. Et cette égalité a dû être appliquée entre les classes sociales bien sûr, mais aussi entre les sexes. La famille classique commence donc à être décriée, notamment par des philosophes comme Deleuze ou Foucault, qui considèrent la famille comme le noyau de la pensée fasciste. Résultat, on se marie plus tard, on divorce plus et on fait moins d'enfants. Et le problème de la famille postmoderne, c'est qu'elle brise les modalités d'identification de l'individu à son passé familial. Et s'il n'y a même pas d'identification à la famille, difficile d'imaginer une identification à son pays ou à une culture. À Rome, l'élite va se détacher progressivement des valeurs du mos majorum, c'est-à-dire les mœurs des anciens. Les divorces deviennent alors de plus en plus fréquents dans les couches supérieures. Et cette liberté des mœurs sera déjà à l'époque perçue comme un symptôme de la décadence. Quand la liberté individuelle prend le pas sur toutes les autres valeurs, c'est qu'il faut commencer à remettre certaines choses en question.
La religion est l'élément le plus indispensable à l'établissement d'une civilisation. C'est elle qui définit toutes les valeurs d'une société. Déconstruire la religion, c'est enlever ses valeurs traditionnelles à un peuple. En Europe, si les attaques envers l'islam et le judaïsme sont condamnées moralement, tout est permis en ce qui concerne la chrétienté. On lui reproche tout, les croisades, l'inquisition, le colonialisme, etc. Et à l'inverse, l'islam et le judaïsme semblent des religions blanches comme neige qui n'auraient jamais commis aucun méfait. Donc la religion traditionnelle des Européens ne crée plus une identité positive. Et plus encore, elle est utilisée pour créer une identité négative. Elle est considérée comme quelque chose qui doit être rejeté. Et son rejet a presque fini par devenir un élément constitutif de l'identité européenne. En résulte un affaiblissement des religions traditionnelles européennes et un renforcement des religions étrangères, souvent beaucoup plus autoritaires, répressives, intolérantes et patriarcales d'ailleurs. Et c'est tout le paradoxe. La tolérance prônée par l'Europe devient une tolérance à l'intolérance des peuples étrangers. Et là, c'est un parallèle quasiment exact avec ce qui s'est passé à Rome. Dans la République romaine tardive, l'athéisme et l'agnosticisme se développent. L'élite est de moins en moins conservatrice et va prendre de plus en plus de distance quant à ses propres traditions religieuses. C'est aussi en partie dû à l'émergence de l'épicurisme qui considère la tradition religieuse comme inutile. Et cet affaiblissement de la religion traditionnelle chez les Romains va laisser le champ libre à toutes les religions étrangères. Engels note d'ailleurs que depuis plusieurs décennies, les chercheurs en religion romaine utilisent de moins en moins le terme de déclin pour lui préférer le terme d'apport culturel, ce qui est quand même très révélateur. Le partage d'un langage culturel ou être attaché à des valeurs culturelles communes, ce n'est plus quelque chose d'évident. Si le fait qu'il existe une culture européenne est indéniable, le fait de s'en revendiquer n'est plus politiquement correct. Mais l'héritage culturel européen est souvent mis à l'écart au profit des autres cultures. Et il faut ajouter à ça qu'avec la mondialisation, il y a de moins en moins de différences entre l'Europe et le reste du monde. Et vu comme ça, l'Europe donne l'impression de se vider, de se diluer dans cette mondialisation. Aujourd'hui, on est tellement entouré d'éléments culturels asiatiques, proche-orientaux ou africains que l'attrait pour les autres cultures n'est même plus une preuve d'ouverture d'esprit, c'est la norme. De même, la culture européenne s'est déversée massivement sur absolument tous les pays du monde. Et la mondialisation que nous vivons actuellement, telle qu'elle est défendue par les gauchistes d'ailleurs, procède à une occidentalisation du monde beaucoup plus poussée, beaucoup plus profonde que ne l'ont jamais faite aucune entreprise coloniale jusqu'alors. À Rome, dans un monde devenu multiculturel, on va connaître un phénomène comparable. En fait, le cosmopolitisme romain est presque à voir comme une genèse de la mondialisation et de la situation que nous vivons aujourd'hui. Et c'est en fin de compte grâce à la colonisation romaine aux quatre coins du monde que leur culture s'est mondialisée. Alors je cite Engels. À Rome comme à l'étranger était-on devenu citoyen du monde, mais étranger dans sa propre ville. Ainsi, c'est bien la mondialisation qui crée cette unicité et cet appauvrissement culturel qui fait tant rêver nos amis gauchistes. On l'aura compris avec les points précédents, la sauvegarde des libertés individuelles des citoyens est devenue la plus importante des valeurs pour les Européens. D'ailleurs, pour Platon ou Cicéron déjà, le but de la cité était d'assurer la sécurité des individus. Donc les phénomènes liés à l'insécurité des individus a toujours représenté un problème majeur. Mais là-dessus, Engels prend le parti de dire que la violence est souvent fantasmée et que l'impression d'insécurité est souvent supérieure à l'insécurité réelle. Mais le problème, selon Engels, c'est que pour lutter contre l'insécurité, réelle ou fantasmée, le peuple finit souvent par donner le pouvoir à un réformateur sécuritaire qui risque d'empiéter sur absolument toutes les autres libertés. Et à Rome, la perte de confiance dans les autorités traditionnelles conduisant à un État sécuritaire, ce n'était déjà pas quelque chose de nouveau. Déjà, les politiciens jouaient sur la peur de l'insécurité pour mobiliser les masses. On constate d'année en année un désintérêt croissant du peuple européen pour la démocratie. Et concrètement, ça se traduit par un abstentionnisme de plus en plus prononcé. Parallèlement à ce désintérêt de la masse pour la démocratie, on voit monter dans tous les pays des partis d'extrême droite.
Et selon Engels, il s'agirait d'une dynamique comparable à celle que l'Empire commun a connue en favorisant la montée de systèmes autoritaires. En fait, il explique qu'à Rome, la pauvreté grandissante des masses a été instrumentalisée par les politiciens et que ces tensions n'ont pu se résoudre que par l'instauration de la monarchie de César, puis dans le principat d'Auguste, les deux ayant obtenu le soutien de la population en garantissant la paix et la sécurité sociale. Le citoyen européen, tout comme le citoyen romain, a l'impression que l'État lui échappe. C'est devenu une institution opaque qui ne propose aucune valeur identificatoire. On est passé progressivement d'un monde où le pouvoir décisionnaire du politique a été remplacé par la prise de décision de spécialistes apolitiques. Dans une technocratie, le politicien ne décide plus l'avenir. Il devient au contraire celui qui suit à la lettre ce qui lui est dicté par divers spécialistes. On part du principe qu'efficacité veut forcément dire objectivité. En clair, je cite Engels, le mécanisme démocratique est en train d'être remplacé par un système basé sur la compétence technique et administrative et non sur une vision morale et sociale du futur. À Rome également, la désintégration de la République romaine et la perte du soutien populaire ont entraîné la crise des Gracques, le tout aidé par une élite politique hermétique qui s'était enrichie grâce aux avantages offerts par leur poste. Encore une fois, l'histoire se répète. Ici, Engels se base sur l'idée de Colin Crouch, selon laquelle nous vivrions en fait dans une post-démocratie. Colin Crouch dit à ce sujet que la post-démocratie serait, je cite, une république où, bien qu'il y ait toujours des élections, des équipes rivales d'experts en relations publiques exercent un tel contrôle sur le débat public durant les campagnes électorales que l'affaire entière se trouve réduite à un pur spectacle. Et dans une Europe partagée entre l'anxiété due à l'insécurité et le désintérêt pour la politique, forcément les droits de l'homme sont remis en cause. Et la notion de liberté commence d'ailleurs à être délaissée. On a de moins en moins de liberté et on se rapproche de plus en plus d'une dictature technocratique. Et à Rome aussi, on a assisté à une désintégration de la notion de liberté démocratique. Je cite Engels. Si la libertas constituait au moins théoriquement l'idéal suprême de la République, son application concrète s'étiola au jour fatidique de l'assassinat de César, soi-disant perpétré au nom de la liberté. Après les deux guerres mondiales, c'est logiquement l'idéologie de la paix à tout prix qui est devenue la norme. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, bien sûr. Le problème, c'est que cette idéologie est venue avec la mauvaise conscience et la culture de l'excuse. Les Européens sont rendus responsables de tous les maux de l'histoire et n'ont plus le droit que d'hériter de cette mauvaise conscience, et en aucun cas ils n'ont droit à une quelconque forme de fierté d'appartenir à cette civilisation européenne. Alors pour effacer la culpabilité, il a fallu que les valeurs universalistes deviennent les seules valeurs politiquement correctes et que l'ethnomasochisme devienne la norme. La paix représente pour beaucoup d'Européens la valeur la plus importante. Mais cette paix à tout prix, additionnée à un rejet du passé, ne crée pas une identité. On ne se construit pas sur la négation de soi-même. Et pour créer une identité, il faut non seulement des valeurs communes, mais aussi un antagonisme commun. Faire face à un autre groupe d'êtres humains, c'est une des manières les plus efficaces qui soit de créer une identité commune. D'ailleurs, on n'oublie pas que l'histoire de l'Europe s'est en grande partie fondée sur les conflits. Mais si on choisit la paix à tout prix, on ne peut plus compter sur ce levier non plus pour recréer une identité européenne. Ou alors, il faut créer des ennemis à l'intérieur. Typiquement, tout ce qui s'oppose à l'idéal d'universalisme comme moyen d'identification par exemple. Le nouvel ennemi de l'Europe est donc forcément un ennemi intérieur. C'est celui qui ne se plie pas au dogme de l'universalisme. À Rome, avec l'hégémonie romaine, l'État romain se confondait alors avec une humanité civilisée. Et celui qui ne la respectait pas devenait l'ennemi de l'humanité tout entière. Ainsi, on ne faisait plus la guerre pour l'expansion impériale, mais pour la protection de la paix. Ça aussi, ça devrait vous rappeler quelque chose. Si l'idée de parler de décadence pour critiquer le temps présent est employée depuis longtemps, pour Engels, les liens à établir entre les situations de Rome et celles de l'Europe actuelle doivent alerter, provoquer des discussions, des débats et surtout mener à des décisions politiques. L'Europe, en s'identifiant uniquement à des valeurs universelles et en refusant toute identification forte,
risque effectivement de sombrer encore plus loin dans la décadence. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager et n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee si vous aimez mon travail. À très bientôt.